Entretien avec Monsieur Kenéa le samedi 21 septembre 2024 en présence de son épouse. Bonjour Monsieur Kenéa. Oui. Vous nous accueillez aujourd'hui dans votre maison au 90 rue du Rodi et en tant que représentant de l'association Costour Poumon Vert en Finistère, nous en sommes très honorés. Votre vie s'est déroulée dans ce quartier de Kermeur-Coatodon. D'abord tout jeune dans le manoir familial auprès de vos parents, vous avez grandi sur ces terres et parcouru les bois et la vallée du Costour. Enfant, vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale et l'arrivée de l'armée allemande. C'est à cette époque que la poudrerie du Moulin Blanc, alors qu'elle produisait à plein régime, a été sabotée afin de ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Ce fut, on le conçoit, une période très troublée, dont vous gardez énormément de souvenirs, bons et moins bons. Le manoir familial a été bombardé et aujourd'hui il n'en reste rien sinon un puits. Vous êtes resté là et devenu adulte, marié, père de famille, vous avez travaillé en qualité de maraîcher. La terre était bonne, l'eau des sources ne manquait pas pour l'arrosage. Vous avez contribué à nourrir vos congénères et, en contrebas, le Costour fournissait et fournit toujours une partie de l'eau potable à Brest. Arrivé à la retraite avec votre épouse, défenseur de la nature et désireux de conserver votre patrimoine, c'est de cette histoire-là que vous allez nous entretenir aujourd'hui. Arrivé à la retraite avec votre épouse, défenseur de la nature et désireux de conserver votre patrimoine, vous avez planté quelques 800 chênes d'Amérique. C'est un acte remarquable. C'est de cette histoire-là que vous allez nous entretenir aujourd'hui. J'ai photocopie du contrat de janvier 1987 dont mon épouse, moi et mon fils qui étaient donc venus en congé, nous a aidés donc une journée. On a donc, disons, réfléchi à ce qu'on peut faire. Et donc on a été commander des plants du côté de l'Andivisio. C'était bon, un pépiniériste que j'ai trouvé sur l'annuaire, je suis parti le voir. Et ils vendaient donc des chênes feuilles rouges d'Amérique, on appelait ça, et un peu de châtaignier à plan nu. Il avait une grande pépinière, donc j'ai demandé à plan nu, et donc je les ai achetés. J'avais fait mon calcul parce que lorsque le terrain était tout, disons, très en pente, et comme je ne pouvais plus les travailler puisque j'étais adhéré au groupement maraîcher, ils avaient décidé de ne plus, disons, produire des légumes pour la société parce qu'ils ont décidé que ce sera que des produits de serre. Donc ceux qui font le plein terre, ils feront autre chose s'ils veulent, mais il faut qu'ils restent adhérents. Donc moi j'ai décidé de faire des plantations. Et comme la terre était bien préparée, donc j'ai fait des raies au carré, 4 mètres. Donc 4 mètres entre chaque chêne au carré. Donc j'ai fait mon calcul et j'ai commandé des plants. Et donc on les a plantés un peu à la pioche parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Mais bon, ce sont des arbres qui aiment vraiment la structure de cette terre-là qui était autrefois en genêt et en bois. Parce que mes parents fournissaient donc le genêt pour allumer le four, de faire des nanfoles. Mon parrain qui était donc boulanger au Relais-Curion. En échange, on avait du pain, et donc, voilà, c'était la famille. Donc c'est pour ça, après j'ai dit, ben, on va donc planter des bois, puis je ne regrette pas parce que on a eu des difficultés par rapport aux prédateurs, surtout. C'était un fléau à l'époque des lapins. Il y en avait partout. Donc quand j'ai planté le premier jour, on avait planté donc des chênes dans le premier champ. Ils ont pratiquement à 100% mangé. J'en revenais pas des petits arbres. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais on ne pourra pas les planter, il y a trop de lapins. Donc j'ai eu la chance d'avoir refait ma serre en aluminium et récupérer donc les bâtés de 1,80 m pour refaire des piquets. Donc pour moi c'était gratuit. Et du grillage de 2 mètres. Enterré à 20 cm. Pour empêcher qu'ils passent en dessous. Pour empêcher les lapins, mais après bon, ils ne passaient pas par-dessus. Donc ça a été radical et on a entretenu donc ces chênes
qui ont bien pris. Il n'y a pas eu vraiment quelques-uns, mais on peut dire peut-être 2%, même pas on les a remplacés. Et puis au bout de 7-8 ans, bon, ils étaient déjà à 1m50, 1m60, ils poussaient très bien. Et on les a donc entretenus avec le matériel que j'avais, en le sens de la longueur et la largeur. Et on a empêché aussi le lierre, c'est naturel, ça vient après, pourquoi, on ne sait pas, ils sont arrivés là. Donc on a quand même coupé à la base le lierre, pour ne pas disons qu'ils étouffent les arbres, qu'il y ait des gros troncs, donc c'était le seul entretien qu'on a pu faire, et les arbres étaient sains. Et au bout de 7-8 ans, je me suis aperçu qu'ils avaient lâché des chevreuils dans la vallée du Costour. Et ils se sont installés. Bon, ils sont tellement laids qu'ils passent par-dessus. Ils passent par-dessus. Et je me souviens, il y avait 2 petits qui étaient nés. Je savais où était le gîte, bon, on ne dérange pas, hein, pas. Et donc, heureusement que ça a été fait, que lâcher ces biches au moment où les arbres étaient hauts, parce qu'ils mangeaient déjà les feuilles du bois. Mais bon, ça ne faisait pas de mal, donc comme ça ils ont continué à pousser. Puis maintenant, bien sûr, il y en a, je ne sais pas combien de chevreuils, une vingtaine à peu près, d'après un chasseur qui m'avait dit, bon, maintenant on ne peut pas les compter parce qu'ils vont de la vallée, donc les Stangala au Costour, ils vont très loin. Ils vont très loin. Là, même le voisin, il a 3 dans son champ. Tous les jours, les matins, on peut le voir. On a condition de ne pas faire de bruit, ils nous regardent, ils viennent là. Il y a un chevreuil qui était venu un jour monter dans l'arbre, là. C'était étonnant de le voir ça, là. Et puis bon, il y a plein d'oiseaux ici, hein. Il y a des pivers, il y a des, comment on appelle ça, là, des pigeons. Alors là, on en a comme partout. Ça, il y en a. Enfin bon, c'est la nature, hein. On a des oiseaux, des nids qui nichent, des mésanges, des rouge-gorge au printemps. Tous les midis, quand on mange ici, on les voit là chercher. Ils foncent dessus la pelouse, et ils font vibrer le sol et les vers. Et les ressortent. Ouais, et c'est beaucoup des tipules qui mangent les racines là. Qu'on voit à l'automne maintenant, là, ce sont des genre de grosses araignées très très légères, et qu'on appelle ça j'ai oublié le nom, comment c'est? Coussins? Les araignées? Non, qu'on voit là, hier on voyait 2 encore. Des coussins? Des coussins? Oui, des coussins qu'on appelle ça. Qui viennent des coussins, et puis ils hivernent, et puis ils repartent, ils pondent. C'est la nature, l'hiver, quoi. Voilà. En gros, l'exposé de ce contrat de la CUP, quand on s'est arrangé vraiment à l'amiable, ils ont été sérieux. Donc vous avez conservé des terres, et des terres que vous avez cédées à la communauté urbaine de Brest, et sur lesquelles, donc, sur vos terres et sur celles de la communauté urbaine, vous avez planté donc les... Oui, comme, après, j'ai eu un gros problème de santé, je ne pouvais plus, donc, disons, entretenir. Donc, j'avais proposé à la CUB d'acheter mes terrains. Et finalement, le compromis a été annulé parce qu'il n'avait, disons, le budget n'était pas prévu. Et au bout d'un certain nombre d'années, je me suis décidé, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ces bois? Je ne peux plus travailler, je suis invalide, donc décidé de vendre à un jeune qui avait donc mis des ruches depuis plusieurs années, comme ça, histoire d'avoir un peu de miel. Et puis il avait une vingtaine de ruches. Elias, c'est comment il s'appelle, le ruchier là? Tigréate. Oui, Tigréate, c'est un neveu, quoi, hein. C'est pour... donc moi, j'ai quelques ruches, et puis je m'arrange pour un peu de miel, histoire de
passionné de miel. Surtout là, il y a la vallée du Costour, il y a de quoi. Il y a les ronces, il y a les châtaigniers, il y a tout, toute l'année. Et donc, finalement, il m'a demandé d'acheter des terrains depuis 3 ou 4 ans. Là, je trouvais que je ne voulais pas les vendre. Et puis après, bon, problème de santé, j'ai décidé donc de lui vendre. Parce que la crupe n'était plus acquéreur. C'est pour ça que j'ai vendu donc mes terrains, que j'étais propriétaire, autour de 2 hectares 6, et puis le reste de la cube, donc la cube, bon ben, comme j'ai fait le contrat, donc ça lui appartient, et qu'ils ont entretenu après, donc je ne pouvais plus. Comme j'avais un ami, qui était petit Jean-Jacques Collot, qu'on appelait la Mésange, il était petit. Et puis il travaillait à la pub comme chef, donc j'ai parti le voir et je lui ai demandé à Jean, tu ne peux pas venir entretenir. Il a très bien entretenu les arbres, remplacé quelques-uns. Bon, après, comme ils ont été vendus et que la CUP ne s'occupait plus, ça a été abandonné un peu. Je trouvais ça, bon, dommage. Et puis bon, voilà, pour le résultat, il est quand même. Après, j'ai donc acheté le matériel quand j'ai fini mon service. Et la première fois que je suis parti monter ça, c'était sur 2 roues, tellement il y a la pente. Mais un collègue qui m'a appris à guider le tracteur avec le frein, et comme c'est la charrue, ça ne peut pas renverser. La charrue tient le tracteur. Alors je descendais, je montais, puis j'avais l'habitude, mais ça me faisait rigoler sur 2 roues. Là. Donc voilà, un terrain très difficile, et on mettait que des céréales, des pommes de terre et des choux. Et donc, on ne pouvait pas avoir, par exemple, des oignons, tout ça, parce que la terre est trop sèche. Trop sèche. Donc, je mettais à peu près rotation comme ça tous les ans. Et puis voilà, où est-ce que c'en est maintenant, c'est retourner des bois. C'était des bois avant, du genêt surtout. On récoltait la graine de genêt là, avec un parapluie, on secouait le genêt quand, au mois d'août, ça éclatait. Je vendais même la graine qui était demandée, avec une cousine, Jacques Collot, marchand de graines au bourg, là, auprès du bureau de tabac. Je faisais quelques petites argent de poche, je m'en souviens. C'était pas cher, mais pour avoir 1 kilo, il faut, en gardant les vaches, quoi. Voilà l'histoire de ces fameux bois-là, qui retournaient en bois comme avant. Et de ces graines, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Des graines de ces graines-là, qu'est-ce qu'ils en faisaient? C'était juste pour replanter ou... Ah oui, il y avait la demande. D'accord. La lande, beaucoup même, pour les chevaux. Pour les chevaux. Nous, on semait la lande sur les talus quand on a refait après la guerre, pour les chevaux. Les chevaux aimaient la lande, on avait une prairie, donc on le coupait le volant à la main. C'était comme ça, là, après on a mis un moteur. Et malgré que la lande c'est très piquant, mais il fallait la couper jeune. Et ils mangeaient ça, ils aimaient ça, ils ne piquaient pas la langue. C'était un peu comme les éléphants qui mangent de tout, là, mais ils ne se blessaient pas. C'était l'hiver quoi, qu'on donnait. Donc cette langue-là, pour moi, c'était la tradition des betteraves, des choses comme ça, du foin, la paille, d'avoine bien sûr, pour qu'ils soient nerveux. Voilà en gros. Donc j'ai découvert ça sur les archives. Graines Kenya. Oui, il y en a même la photo du magasin. Tu as la photo du magasin? Oui, mais je ne sais plus où je l'ai mis, je dois être quelque part. Ça, c'était votre grand-père? Oui. Et il avait une rue Kenya aussi, à l'époque, à côté de Carrefour-Tra. Et il avait 1 hectare de terre qui travaillait, donc cimetière Carrefour-Tra, là où il y a un grand cimetière de la ville de Brest. Et après, il a vendu donc pour agrandir. Il y avait une grande réserve d'eau, hein. Après la source, après de l'avoir, comme ça j'avais, disons que cette réserve d'eau là
remplissait automatiquement. Donc, quand elle débordait, elle allait après donc à la vallée du Costaud. Oui. J'ai eu autorisation du génie rural qui est venu constater, obligatoire. Donc, j'ai eu l'autorisation donc, de pomper l'eau, mais qui coule autant. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une réserve. Comme ça, disons que ça coule autant quand ça déborde. Et elle était toujours débordée. La source était tellement forte qu'à l'époque, ça a été fait. C'était entre 3 et 4 litres seconde. Depuis, elle a augmenté, parce que ça a été nettoyé un peu, c'est un petit peu plus fort. Et donc, un jour, je regarde. Je croyais que c'était des gros rats. Mais non, c'est un couple de castors qui était en train de faire le barrage de ma réserve d'eau pour empêcher l'eau de partir. Et puis ils avaient fait leur, disons, en dessous, là, des branchages, donc ils devaient dormir. Et puis bon, j'ai pas vu de petits. Donc je les laissé tranquilles. Et puis un jour, il n'y avait plus de castors, ils avaient disparu. Parce que je reconnais bien les castors, alors que plate, là, c'est comme ça, je dis, non, ce sont bien des castors, un phénomène. Et il y avait beaucoup de canards sauvages, comment qu'on appelle ça, des colverts. Des colverts. Dans ma réserve d'eau, à la serre aussi, je faisais des nids tout le temps au printemps. Ils nichaient là tout le temps. Et quand j'ai vidé la réserve pour boucher le trou, parce que c'était plus en activité, dans cette réserve d'eau, là, j'ai fait pomper par une entreprise Gestin, là, qui avait donc une pompe puissante. J'ai découvert qu'il y avait la vase aussi à la longue, c'était du plastique, mais il y avait la vase au fond. Et puis j'ai découvert qu'il y avait le genre de lézard et multicolores. Salamandre. Les salamandres, exactement. Et il y en avait des dizaines et des dizaines. Et après, ben, ça a été vidé. Bon, il y avait toujours un peu d'eau, ils ont disparu. Il y avait énormément de salamandres. Comme quoi la nature, quand tu pompes l'eau de la source, tu as bien toujours des œufs ou des choses qui éclorent. Parce que c'est la pompe électrique qui emmenait l'eau pour la réserve, c'est automatique, quoi, hein, ça arrêtait quand c'était plein. Et puis quand j'ai découvert ça, ben, la nature est bien faite quand même. Tout à fait. Donc c'était l'histoire de l'eau, quoi, hein, quand on pompe, il y a toujours des petites bêtes qui vivent dedans. Quoi, hein. Et des loutres, non? Il n'y avait pas des loutres, non? Non. Parce que là, il semblerait qu'il y ait des loutres qui reviennent. Oui, maintenant, oui. Ben, puisque c'est vrai, à l'époque, la vallée du Costaud, chacun avait sa parcelle de bois. Ça a été très bien entretenu. Parce que le bois, à l'époque, on se chauffait au bois, on cuisinait au bois. Donc, ceux qui allaient après ramasser donc, le bois cassé, sec, et beaucoup de gens de pour la fontaine. Blanchisseuse. Ils venaient chercher le bois sec, ils avaient droit à récupérer pour nettoyer, parce qu'on laissait toujours le bois, disons, sec. On coupait que le bois vert pour récupérer. Donc c'était autorisé, c'était propre, nickel. Tandis que quand la cuve a exproprié, ils ont laissé à l'abandon pendant des années, des années. Moi je trouvais ça triste. Moi-même j'étais enlevé du bois, là, demandé autorisation quand j'étais valide. Donc maintenant, hein, c'est à la CUP de l'entretenir. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils n'ont pas de personnel. Parce que celui qui était propriétaire, la famille Collin, là, Henri Collin, lui, il nettoyait souvent aussi, il avait une petite cressonnière là, pour lui, quoi. Hein. Oui. Cresson, là, ben, c'est la sauce, donc ça poussait bien. Puis il y a des gens, des fois, qui allaient voler, ben, maintenant c'est pire, maintenant ils arrachent tout pour replanter. Non, moi j'ai pas vu. Mon grand-père, quand j'étais petit, bon, tous les samedis, c'est lui qui balayait le lavoir.
c'est-à-dire les lavandières à l'époque, il n'y avait pas de machine. Ouais, ouais. Le lavoir était plein toute la semaine, tous les gens du quartier venaient laver. En priorité, c'était les propriétaires, quoi, hein. Il y avait 3 qui avaient leur place, disons, prioritaire. Ils laissaient leur caisse à savon, là, comment, pour se mettre à genoux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ils les mettaient à l'envers, ils laissaient leur matériel, le battoir, et puis même des fois le savon, quand il y avait trop, ils le mettaient à l'envers. Mais il n'y avait jamais de vol à l'époque. Et qu'une fois, il y a eu, donc quand les Allemands sont commencés ici, ils n'avaient donc pas d'eau, ils n'avaient rien. Il arrivait peut-être, il y avait 30 ou 40 au début, parce que pour finir, ils étaient 110. Et moi, j'allais au lavoir, là, chercher de l'eau tous les jours, avec 2 petits pots. J'étais gosse, mais j'aimais bien. Pour boire, la maison, c'était comme ça, parce que l'eau du puits n'était pas toujours bonne. Des fois, les chats tombaient dedans, ou les poules. Donc, il fallait le fontainier pour descendre dedans. Et donc, dire mon grand-père, mais je lui ai dit, grand-père, le chêne, là, je lui ai dit, il est plus vieux que toi. Alors il me dit, en gros, qu'il a plus de 120 ans. À l'époque. À l'époque. Donc il a plus de 80 ans. Donc il doit avoir 200 ans. Pour moi, il est, d'après ce qu'il a dit. Et il balayait tout le temps. Et après il rebouchait. Et puis le lundi, c'était propre, quoi. Et donc j'ai dit, mais pourquoi il est creux? Parce qu'on voyait bien, il était creux, mais il était quand même l'écorce très épaisse. Et puis il y avait l'atoll. Là, il mettait l'atoll, je voyais les blanchisseuses quand il pleuvait. C'était un abri. Donc il entourait de tôle, qui était rouillé, mais qui était en bon état. Donc il faisait cercle tout autour. C'était pour protéger donc la souche, ne pas brûler. Et comme ça faisait un abri pour mettre la lessiveuse, quand ça bouillait, après il éteignait le feu, ça suffisait pour repasser le linge donc dans l'eau claire. Et puis donc après il remettait les tôles à côté. Et il faisait ça que lorsqu'il pleuvait. Autrement il bouillait à côté, quoi, comme il n'y a pas besoin de protéger. C'est comme ça que j'ai dit, il doit avoir au moins 200 ans. Et puis, comme il n'y avait plus après de blanchisseuses qui venaient, j'étais seul à pomper, j'étais encore en activité, que en regardant bien, pas toujours le temps, mais je dis, c'est marrant, hein, il y a 2 jeunes pousses comme ça qui sortent à peu près à 1,50 m, 2 mètres de la souche. Je disais, tiens, c'est marrant, les pousses, bon, ça arrive, hein, des repousses ou des racines ou des glands, je ne sais pas. Ils étaient donc à peu près cette épaisseur-là, ils étaient 2, peut-être 3, je ne faisais pas trop attention. Et donc ça, tous les ans, ça poussait un peu. Je dis, tiens, c'est marrant. Et, bon, je ne vais pas les couper, ça ne sert à rien, au contraire. Et puis j'ai vu qu'ils prolongeaient jusqu'à la souche. Et en faisant bien attention après, j'ai dit, c'est pas possible, c'est exceptionnel ça, la nature. Des branches qui vont carrément boucher la souche. Carrément boucher. Moi, je faisais pas attention, je prenais pas de photos, j'aurais pu prendre, j'avais un appareil, mais bon, si vous prenez des photos tout le temps, on n'en finit plus, alors j'ai pas eu idée. Et après, j'ai regretté quand j'ai vu que ça a été bouché là, j'ai dit c'est pas possible, j'ai dit c'est exceptionnel, c'est la nature, boucher comme ça une souche. Et puis il y a eu cette fameuse tempête de novembre où il y avait encore des feuilles sur le chêne partout et que ça n'a pas été bien taillé parce qu'on a laissé des branches énormes, à plus de 10 mètres, qui faisaient contrepoids. Dans mon idée, bon, j'ai pas dit à l'amour parce qu'on ne s'entend pas. De toute façon, il n'allait plus autour, il était exclu. Et puis je lui ai dit, j'avais envie, mais bon, je suis incapable, vu mon invalidité, d'aller couper. J'avais une idée comme ça.
pas de chance, il y a eu cette fameuse tempête qui a carrément cassé au ras, parce que faut dire aussi que la souche, elle était dans l'eau, hein, elle poussait dans l'eau. Et que donc c'est 2 ou 3 repousses qui ont, disons, fait boucher exceptionnellement. Elle a quand même tombé là, quoi. Et c'est là maintenant peut-être qu'il faudrait avoir, disons, un couteau de tronçonneuse pour voir exactement comment la différence entre la souche et les nouvelles pousses, on doit avoir des traces de brûlés ou des choses comme ça, quoi. C'est faisable avec une tronçonneuse, couper donc là au-dessus, et puis découper après sens contraire, et puis couper des morceaux pour voir ce phénomène exceptionnel. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai vu dans la vallée du Costour, là, chaque propriétaire, quand il y a eu la fameuse tempête 99, il y a eu énormément d'arbres cassés. Et j'ai vu là, donc, plus loin, en allant vers le Costour, à peu près 150 mètres du lavoir, à gauche, les arbres qui ont tombé. Les racines, disons, n'ont pas été carrément cassées. Et il y a des pousses de ce gros tronc de châtaignier qui ont poussé et les arbres sont droits. On n'a qu'à faire attention, vous verrez ces arbres qui sont droits là. C'est la nature qui veut que ces arbres, ils sont hauts déjà les troncs. Donc c'est exceptionnel. À part la maladie qu'il y a eu là sur les, qui sont tous crevés là. Les ormes. Les ormes. Il y a plus, il y en a eu là, un taillis d'ormes là, il n'y avait que ça là, ils étaient beaux là, et puis c'est du bois dur, ils sont pratiquement quelques pousses là qui repoussent, mais au bout d'un moment là, il y a la maladie, donc, mais c'est général dans toute la France. Il y a mon fils qui travaille à Versailles, il dit c'est pareil. À Versailles, au château, c'est pareil. Ils ont beau traiter, changer. Oui, en bas, là, c'était Perron qui tenait ça, un retraité là, qui avait demandé donc à louer à propriétaire, comment qu'était la ferme, comment qu'elle s'appelle, comment la ferme de Kerouan, Gorette. Et celui qui était donc célibataire, là, qui avait sa maison plus près là, du Candy, là, qui est dans les bois. Donc lui faisait un peu de cresson, bon, il travaillait à la carrière et il a tombé dans la trappe, c'est pas pour le nettoyer, il a avalé du sable et puis il s'est fait réformer. Après il faisait un peu de cresson pour s'occuper comme il disait, quoi. Donc il y avait 3 cressonnières là, il y avait donc un professionnel et les autres un amateur. Et moi j'ai connu ces vieux bâtiments là étant petit parce que moi je fouinais souvent par là, je ne sais pas pourquoi. Il fallait traverser la rivière. À l'époque il y avait une rivière, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien. Et un jour on m'a trouvé à la Valotte, chez la ferme Jacolot, ma mère qui m'a raconté ça. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Et je ne me rappelle pas, moi. Mais comment je suis arrivé à travers bois à la ferme. Et donc François Jacolot, c'est un petit cousin. Il m'a demandé où j'habitais. Je n'ai pas pu répondre qu'il répondait ma mère, quoi. C'est elle qui m'a raconté ça. Et il m'a reconnu, je ressemblais tellement à mon père qu'il a dit ça peut être que le fils à Jean Kenya. Il a attelé le char à banc, parce que c'était les moyens de locomotion, pour m'emmener à la ferme. Et donc il ne s'était pas trompé. Et à ce moment-là, mon père était déjà prisonnier. Et donc voilà l'histoire où j'allais souvent par là, parce qu'il y avait un pêcheur. Il y avait des truites dans un ruisseau, là. C'était assez large. Et quand j'allais voir,
pas faire de bruit. Il attrapait des truites, 2 ou 3, la belle truite, puis il partait. Il ne me disait rien, je regardais. Et moi, j'ai voulu faire pareil. Il y avait des épingles nourrices, un peu tordues. Ça ne mordait pas, bien sûr. Voilà l'histoire du candy pour moi. Pour revenir au Costour, donc au niveau de la poudrerie, qu'est-ce que vous avez, Alors, qu'est-ce moi, que vous avez connu là? Quand j'étais petit, j'étais toujours intrigué de voir ces grands bouts de ferraille là, qui tournaient. On pouvait les faire tourner à l'époque, parce qu'ils étaient en bon état, ils n'étaient pas rouillés comme maintenant. Et puis, une fois, je ne pouvais plus remonter, j'étais descendu dans le trou par ces rouleaux, là, disons, de ferraille qui tournaient. Là, c'était là-dedans, ils devaient mélanger sûrement quelque chose que je n'ai pas vu en action, parce que ça a été plus ou moins arrêté, je ne savais pas pourquoi, j'étais qu'un gosse. Et puis une fois là, j'avais donc tombé dedans et je ne pouvais plus remonter parce que c'est du béton, c'était lisse. Et finalement, bon, comme je suis assez acrobate, je monte déjà les arbres, les nicher les nids, donc j'ai réussi à remonter en haut, mais je ne suis pas descendu une deuxième fois. Et après, il y a donc à côté, il y a sur pilotis en béton, 4 pieux, avec donc comment on appellerait ça, tout en béton. Une citerne un peu. Et au-dessus, il y a une trappe où c'était plein de sable. Je crois qu'il y a encore du sable, je ne sais pas. Et moi, j'allais là voir dedans. Et je descendais dans la trappe, mais à l'époque, le sable, il était presque rare. Après, je ne sais pas qui a pris le sable. C'était bon, pour faire sûrement de la poudre. C'était un sable assez fin, tout la même couleur, un peu jaune rougeâtre. Que des fois, je disais, tiens, du sable comme ça, on n'en trouve pas chez nous. C'était, je pense, pour faire de la poudre. Donc, mais l'histoire, les voisins, c'était les Gouenous qui avaient les champs à côté. Donc je demandais des fois à Jean-Claude, là je lui dis, mais Jean-Claude, à quoi ça sert ce sable et tout, c'est ça. Touche pas à ça, qu'il me dit. Ça c'était pour faire de la poudre, c'est dangereux. Il avait peur qu'il y ait peut-être de la poudre, moi je ne savais pas trop ce que c'était, quoi. Et donc finalement après, bon c'est resté tel que. Et bon, il y avait un petit avant, il y avait un grand, où il y avait plein des carpes. Et nous on avait une petite prairie qui arrivait aussi donc de la carrière qui était ouverte avec Marc. Début qu'il a ouvert ça. Donc il y avait le ruisseau qui allait dans le premier étang, quand il faisait du lavage de gravillon, donc l'eau était plus sale, et le deuxième étang, donc c'était plus propre, et c'est là qu'il y avait des carpes, parce que dans notre prairie qu'on louait à Marc, c'était mon demi-père, ma mère s'est mariée, et il adorait aller dans la prairie, et les vieux aimaient bien mettre de l'eau pour, disons, faire pousser l'herbe. Et puis quand il desséchait donc ces ruisseaux-là, on trouvait des carpes, des grosses carpes. On les mangeait même pas à l'époque, c'est pas la campagne, c'était du lard. Voilà l'histoire en gros de cette poudrerie que je m'en souviens, et même quand j'allais me promener là ensemble, là, je regardais ça, j'ai dit, quand j'allais là-dedans, étant gosse, mais j'allais seul, hein, j'étais tout seul, j'aimais bien aller. Et donc, le lavoir où tout l'eau coulait, là, quand on entendait le chant de ruisseau, là, je l'ai toujours, là, ça chante, quoi. Hein. Elle est aussi donc dans l'étang, là. Après, ça a été bouché, ça a été abandonné, là, c'est plein de vases, quoi. Hein. C'est plus comme ça a été, c'était propre. Et il y a même, quand la carrière ça a grandi, l'étang là qu'il y a là, c'est naturel. C'est-à-dire les camions descendaient dedans, fait 30 mètres de profondeur.
Et quand il a arrêté donc dépôt de bilan, ça a été après donc exproprié toute la vallée du Costour, donc pour garder les espaces verts, les poumons verts, coin du Costour. Et dans ces grands étangs-là, il y a des poissons, ça vient naturel. Et le notaire Pagnou, qui donc travaillait chez Montcaire, un jour, il venait nous voir, histoire de prendre un petit coup, là, les voisins, là. Et puis, il me dit, figure-toi, j'ai failli me noyer. J'ai fait un radeau avec des palettes, et puis je suis parti dans l'étang. Et il a failli renverser, qu'il me dit. J'ai dit, t'es pas bien, toi? Je lui ai dit, il y a 30 mètres là. Il a failli renverser. Parce qu'au début, c'était un gosse. Je le voyais en vélo aller vers le lavoir avec des branches derrière. Quand c'était sec, ça faisait la poussière. Il allait au lavoir avec il pataugeait dans l'eau, tu te rappelles pas? Le bruit, qu'est-ce qu'il fait ça? Je regarde. Comme je pompais l'eau, là, des fois, là, j'ai dit, mais t'es pas bien, tu dans la réserve et tu vas te noyer là. Je lui ai dit, faut pas aller là. Mais il aimait bien. Mais lui, l'histoire, quand je lui ai dit, au fait, tu connais l'histoire du Costour, tout ça là, non, alors je lui ai appris un petit peu enfin, ce que j'ai vu, hein, étant gosse. Mais après, non, je ne suis plus intéressé parce que je ne pouvais plus marcher ni rien. Donc voilà, en gros, ce que je sais de ce truc de béton là, qui est toujours là d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a du sable dedans, il doit rester un fond, je pense, je ne sais pas. Peut-être de la poutre, c'est peut-être de la poutre, il y a qu'à mettre le feu dedans. Oh ben, les Allemands, ils auraient voulu récupérer ça. Hein. Ça a été saboté, heureusement, parce qu'ils auraient produit des... Ça marchait, hein, n'était pas... Après saboté, bien sûr, mais au départ, quand ils sont arrivés là ben, ils sont arrivés fin 39, les premiers. Ben, ici dans le quartier. Je me rappelle de ça là. Parce que d'abord j'ai vu les Anglais qui ont resté quelques jours. Puis après j'ai dit à ma mère, et je lui ai dit, ils n'ont pas les mêmes habits que les soldats avant. Elle m'a dit c'était des boches. On appelait ça les frigolins, les chleux. Nous, étant gosses, on les insultait. Je me rappelle, Loulou Collin, mon cousin plus jeune, 5 ans plus jeune que moi, c'est le plus jeune de la famille Collin. Quand bon, la guerre était finie, chaque ferme était obligée de prendre un Allemand pour travailler. Nous, donc, on avait un Allemand, c'était son métier, secrétaire. Il était toujours bien habillé. Il faisait froid cet hiver-là, 45. On vivait dans une baraque avec des lattes comme ça, entre jours, là, on gelait dedans, pas de chauffage. Il y avait un petit fourneau allumé pour cuisiner au bois. Et l'Allemand, il était à côté d'une petite chambre, et lui, il avait chaud. Je me rappelle toujours de ça. Et puis un jour, bon, on est des gosses, on s'amusait avec des patates, on faisait des petites vaches, des pies, puis après on faisait un petit repas, une petite batteuse. Et puis Loulou Collin, alors il dit, Loulou, tu chantes Ali Allo, les boches sont des salauds. C'était un dimanche, donc il y avait l'affaire Bueno, un Allemand, il savait un peu le français. Chez nous, il ne savait pas d'allemand, mais mon demi-père était prisonnier. Ils étaient copains, ils parlaient en allemand, c'est pas ce qu'ils disaient. Et chez Collin, il y avait aussi un allemand. Donc le dimanche, ils avaient le droit de sortir l'après-midi de telle heure à telle heure. Ils avaient une capote inscrite sur le dos, grand prisonnier de guerre. Il est obligatoire de mettre ce gros vêtement-là, mais c'était chaud pour eux, quoi. Et lorsque Loulou, il a chanté Ali Allo, et puis il répétait toujours la même chose, ben, les Allemands, ils rigolaient au fond. C'est des souvenirs, bon, l'après-guerre, comme quoi la paix, ça y est.
ça a été, disons, des souvenirs de ça, de mon cousin, là, quand je répétais ça, je disais ça, il savait dire que ça, il était petit. Voilà, à peu près. Bien, monsieur et madame Kenéa, ben, nous vous remercions à nouveau donc, pour... nous vous remercions à nouveau pour, cet entretien qui est fort intéressant. Puis pour vous, c'est... les archives. Ouais, ouais. Qui sont là, j'ai le double, donc comme ça vous pourrez au moins, si vous mettez un article de telle date, tout ça, là, c'est quand même, donc ça c'est donc, j'ai le double du contrat donc de... Pour les 800 chaînes, là, oui. Oui, et puis alors j'ai ici les parcelles, les numéros, bon j'ai les plans, j'ai en double. Donc ça c'est vice-président, c'est courrier, ben oui c'est ça, j'ai le double. Donc, et tout l'historique. Voilà. Là j'ai le double aussi des plans, il faudra chercher, c'est ici, les numéros. Donc ça. Bon, si ça vous intéresse de